Le sommaire de cette présentation, on va d'abord donner la définition d'un KPI de pilotage. On verra ensuite une petite définition sur une démarche customer-centric, puisque c'est bien cela dont il s'agit aujourd'hui. On verra les applications sur tout ce qui est le Net Promoter Score, le CSAT et le Customer Effort Score. Si ces acronymes-là ne vous parlent pas, on va les détailler bien entendu. L'application sur ce que l'on appelle les indicateurs tendanciels, l'application sur les indicateurs d'objectifs, l'application sur le sentiment de checker. Et puis, on va maintenant démarrer par une phrase de Peter Drucker. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un des grands théoriciens du management, un professeur et un consultant émérite, qui nous a dit, si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas le manager. Donc, c'est un point important que la mesure, évidemment, de tout ce qui est lié à la prise de décision et pour ce qui nous concerne chez Vocasa, tout ce qui est lié à l'expérience client et collaborateur. La définition donc d'un KPI de pilotage, pour faire très simple et puis pour mettre bien les bonnes cases au bon endroit, c'est pas un gadget, évidemment, sans doute, c'est un élément clé de la mesure de la performance et ça a pour rôle d'orienter les actions dans le sens de l'accomplissement de la stratégie d'une entreprise. C'est un indicateur qui est une information ou un ensemble d'informations qui vont contribuer à l'appréciation d'une situation pour le ou les décideurs de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la définition très classique du KPI de pilotage. Maintenant, on va voir les types justement d'indicateurs de performance. Il y a 3 grands types. Il y a les indicateurs d'équilibration, je vais donner un petit détail là-dessus évidemment, les indicateurs d'anticipation et il y a les indicateurs de type alerte. Sur ce qu'on appelle les indicateurs d'équilibration, ce sont des indicateurs liés à la performance, liés aux objectifs, c'est un peu la boussole du décideur. Ça informe en fait sur l'état du système qui a été mis sous contrôle en relation avec les objectifs suivis. Donc, est-ce que les objectifs seront tenus? Faut-il renforcer les actions déjà engagées, réaffecter des ressources, précipiter des actions qui étaient programmées mais à plus longue échéance? Généralement, on est sur des indicateurs de type tachymètre ou ce qu'on appelle également des jauges. Sur les indicateurs d'anticipation, là, c'est dans tout bon tableau de bord, en fait, ça doit être un instrument de prospective. Donc, il faut quelques indicateurs d'anticipation et un bon tableau de bord doit permettre de voir un peu plus loin que le bout de son nez ou que le bout de son écran pour envisager une meilleure assise sur la situation actuelle. Enfin, on a des indicateurs de type alerte, ça porte assez bien son nom, c'est un indicateur de type tout ou rien. Ça signale un état anormal du système qui a été mis sous contrôle, nécessitant une action immédiate ou une simple information. C'est généralement, on va franchir un seuil critique dans ce type d'indicateur-là, et c'est tout ce qui sont les indicateurs d'alerte qui vont rentrer évidemment dans cette catégorie. Comment choisir son indicateur de performance? Là aussi, c'est juste pour reposer des choses qui sont peut-être connues déjà de tous, mais il faut évidemment que ce soit un indicateur qui soit orienté sur la stratégie et les objectifs. Le but, c'est de suivre les objectifs. Ça semble un petit peu évident, mais dans la vraie vie, souvent les tableaux de bord, ils sont composés d'indicateurs qui n'ont strictement rien à voir avec les objectifs de performance du moment, puisqu'ils ont été réalisés il y a longtemps et puis on les a dans les tableaux de bord, on ne sait même plus pourquoi. Deuxième critère, c'est qu'il faut qu'il soit facilement constructible. Si un indicateur est trop difficile à réaliser, il va être potentiellement abandonné. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'il soit mis à jour en temps réel ou en tout cas à la bonne fréquence. Dans l'idéal, évidemment, sur des KPI de production, des KPI de suivi, etc., il faut que ça soit du temps réel. Par contre, des KPI qui auraient lieu dans des rapports trimestriels, il n'y a pas besoin que ça soit mis à jour tous les jours. Une fois tous les 3 mois pour un rapport trimestriel suffit. Donc ça, c'est des éléments évidemment faciles à comprendre, mais qui ne sont pas toujours suivis. Alors je vois que j'ai quelques premières questions. Quel rapport entre l'indicateur de performance et les 3 autres? Est-ce la même chose? KPI égale indicateur de performance? Oui, KPI, c'est un indicateur de performance. Donc oui, c'est la même chose. On aura également le fait qu'il faut qu'il ait un coût acceptable. L'idée, c'est de ne pas faire exploser une enveloppe budgétaire pour faire des KPI qui nous font plaisir et qui nous font du bien. C'est d'avoir des vrais KPI utiles, intéressants, en rapport toujours avec la stratégie et les objectifs. Il faut qu'il soit fiable. Ce qui va souvent se passer dans les entreprises, c'est qu'un KPI, il y a quelqu'un qui l'a construit un jour,
cette personne potentiellement n'est plus là aujourd'hui. Et du coup, on l'utilise toujours, mais on ne sait plus pourquoi on l'utilise et puis surtout, on n'a plus confiance dans sa construction parce que c'est une formule de calcul qui avait été imaginée par une personne un jour et puis là, les nouveaux décideurs n'ont pas confiance, et du coup, s'ils n'ont pas confiance, il va rester là et on va même plus savoir pourquoi et du coup, il va plus être utilisé. Donc la fiabilité d'un indicateur et sa bonne compréhension est évidemment très, très important. Le but, c'est qu'il doit permettre la décision. Donc, un indicateur doit être une aide à la décision. On ne se contente pas de faire un constat généralement qui induirait aucune idée d'action, mais le but, c'est de prendre des actions, des décisions par rapport à ça. La démarche customer centric, puisque c'est notre sujet aussi du jour, ça vient de l'expression anglaise customer centricity qui correspond au fait qu'une entreprise mette le client au cœur de son organisation et de ses décisions. On pourrait traduire l'expression grossièrement par entreprise centrée client, généralement comme ça qu'on peut le traduire en français, même si on garde souvent les anglicismes là-dessus. C'est une notion évidemment très proche de la culture client, de l'orientation client, et c'est un thème qui est vraiment à la mode évidemment ces dernières années. De nombreuses entreprises dans les publicités se revendiquent customer centric, sans pour autant toujours mettre en œuvre les actions et l'organisation qui va de pair. C'est-à-dire que très souvent, on va dire qu'on est customer centric, mais derrière, c'est dans l'entreprise à qui on va demander si elles font des enquêtes, si elles demandent les avis de leurs clients, etc. Et c'est rarement le cas. Donc là, on est vraiment sur ce schéma-là. Du coup, on va aller, nous, sur ce qui nous intéresse pour le webinaire du jour, pour ceux qui avaient lu le descriptif. On a des grands KPI dans le monde de l'expérience client pour les entreprises customer-centric. Il y en a plusieurs. Il y a le plus connu d'entre eux, je pense que ceux qui sont dans ce webinaire le connaissent déjà. Peut-être que vous ne l'avez pas forcément théorisé, en tout cas, vous avez sûrement déjà entendu son nom. C'est le Net Promoter Score, le fameux NPS ou indicateur de recommandation. J'indique bien ça, c'est lié à la recommandation et pas directement de la satisfaction. C'est une simple question dans un questionnaire, dans une enquête, dans un processus d'expérience client. La question est la suivante. Recommanderiez-vous notre produit, marque, service, etc. à vos amis ou collaborateurs? Et c'est une échelle de 0 à 10. Je leur dis encore une fois, c'est une échelle de 0 à 10. Tout ce qui est recommandation avec du oui-non, ce n'est pas du Net Promoter Score. Tout ce qui est échelle de 0 à 9, ce n'est pas du Net Promoter Score. Tout ce qui est échelle de 1 à 10 ou de 1 à 9, ce n'est pas du Net Promoter Score. C'est une pondération qui est facile à comprendre et c'est toute la valeur de cet indicateur-là, c'est que de 0 à 6, quand on met de 0 à 6 sur cette note, on va dire et imaginer que cette personne-là est un détracteur potentiel de la marque. Quand on met 7 ou 8 à cette question-là, on va estimer que les personnes sont des gens neutres. Et quand on met la note 9 et 10, on va estimer que ce sont des gens qui vont être des promoteurs, donc des ambassadeurs de la marque, parce qu'ils ont mis une note très haute, donc qui va au-delà d'une bonne note. On va dire une bonne note, 8, ça correspond à un 16 sur 20. C'est une bonne note, mais ce n'était pas suffisant pour estimer que les personnes sont des promoteurs. C'est un calcul très, 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 très simple. Donc, enlevez-vous les gourous de la tête sur le sujet. C'est une soustraction, le Net Promoter Score. On soustrait tout simplement le pourcentage des promoteurs auquel on va soustraire le pourcentage des détracteurs et ça va nous donner notre Net Promoter Score. Un Net Promoter Score, comme son nom l'indique, est un score. Ce n'est donc pas un pourcentage et c'est un score qui, du coup, vu cette soustraction, peut varier de moins 100 à plus 100. J'ai mis dans le document que je vous enverrai, il y a un petit lien qui explique exactement depuis notre blog tout ce qu'est le Net Promoter Score avec plus de détails. On va quand même détailler un petit peu quelques éléments là-dessus, évidemment, pour vous donner des clés de lecture en plus. Comment on va pouvoir le lire? On va pouvoir le lire justement avec des jauges, les fameux tachymètres dont je vous parlais tout à l'heure, donc de moins 100 jusqu'à plus 100, avec une jauge qui va venir se colorier en fonction de l'atteinte ou non d'un objectif que l'on s'était fixé par avance. Exemple, on s'était fixé ici que quand on atteignait la note de 6, c'est pas une note sur 100 toujours, c'est une note de moins 100 à plus 100. Si on atteint la note de 6, la jauge se colorie en bleu, c'est ce qui s'est passé ici. Par contre, si on avait atteint la note de 20, la jauge se serait coloriée en vert. Parce qu'en France, on estime qu'un bon Net Promoter Score est supérieur ou égal à 20. Si par contre on avait été à 0 ou à moins 20, on aurait pu colorier notre jauge
automatiquement, évidemment, en orange, en rouge, etc. J'ai mis un autre graphique juste à côté, où vous voyez la représentation basique, classique, qui n'est pas du coup en mode KPI. C'est un graphique. Et dans ce graphique-là, on voit notre pourcentage de promoteurs, notre pourcentage de neutres, notre pourcentage de détracteurs. Alors, il a mis les bonnes couleurs, etc. Mais du coup, ça force le cerveau à devoir faire par soi-même la soustraction pour savoir que, bah, là, ici, sur cet exemple-là, 48,6 moins 41,8 égale 6,8. Donc, ça va nous donner le calcul, mais on serait obligé de le faire intellectuellement. Un bon outil d'expérience client doit vous faire ces calculs tout seul, évidemment. On va maintenant aller sur un deuxième indicateur qui est assez connu également, c'est le CSAT. Pour ceux qui en ont jamais entendu parler, c'est ce que vous entendez parfois dans les publicités quand on vous dit 90% de nos clients sont satisfaits ou 94% de nos clients sont satisfaits, c'est généralement cet indicateur-là. Ça correspond à une question qui peut être posée de plusieurs manières, mais là c'est la manière la plus classique. Et la question est la suivante: quel est votre niveau de satisfaction? Et vous aurez une échelle, alors qui peut être une échelle sur 4 critères comme c'est présenté ici, très satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait par exemple. Ça peut être une échelle de 0 à 10 aussi, ça va dépendre un petit peu de vos besoins là-dessus. En tous les cas, celle-là ici, le CSAT, c'est une simple addition des gens très satisfaits avec les personnes satisfaites. Et ça va nous calculer automatiquement le CSAT. Donc c'est vraiment un basique, là aussi, de l'expérience client, mais dont l'objectif est souvent publicitaire et à vertu de communication vers l'extérieur. C'est souvent ce qui finit dans les publicités, à la télé, à la radio, etc. Là encore, comment on le présente, soit comme un graphique, soit comme un KPI, et vous allez voir que c'est évidemment différent. Alors lui, ça s'exprime en pourcentage, hein, le CSAT pour le coup, et ici on va le voir, donc ici sur cet exemple-là, on voit que 97,4% des clients sont satisfaits de la marque, et donc du coup, notre jauge se colorie automatiquement en vert. Donc du coup, intellectuellement, mon cerveau va se dire tout va bien, parce que cette jauge-là est en vert. Si on s'était fixé des objectifs avec des seuils, par exemple, on aurait pu dire, quand on est en deçà de 90%, on colorie la jauge en orange. Quand on est en deçà de 85%, on colorie la jauge en rouge directement. Et pour là aussi, aider le cerveau à y voir plus clair plus facilement. Donc là, l'idée aussi, c'est de faire le calcul tout seul, tout simplement. Donc là, on va faire apparaître l'addition du pourcentage des tracteurs avec le pourcentage des promoteurs directement. Alors que si on était dans un graphique basique, on aurait d'un côté notre histogramme avec notre barre qui va nous dire nos pourcentages de satisfaits et de très satisfaits, mais ça forcerait le cerveau à faire un calcul supplémentaire. Donc, afficher dans un tableau de bord, c'est pas forcément pertinent et mieux vaut une jauge de ce type-là. On aura ensuite le Customer Effort Score. Le Customer Effort Score, là, c'est un autre type d'indicateur qui va être mis en place pour certains types de projets d'expérience client où vous avez eu une interaction qui nécessite le fait que le client doit faire quelque chose, entre guillemets. Par exemple, si vous êtes en B2B, on le voyait tout à l'heure avec Anne-Catherine, un client B2B, en B2B, il faut aller demander un devis à une personne. Si on estime que le processus de devis doit être audité, doit donner lieu à quelque chose, on va poser une question qui va être du type: quel niveau d'effort avez-vous dû déployer pour que votre demande de devis soit traitée chez nous? Est-ce que la personne a appelé une fois, 10 minutes après, elle avait le commercial au téléphone et puis on lui a envoyé le devis dans l'heure ou dans la journée et donc il a estimé que c'était très bon? Ou alors est-ce qu'il a dû appeler 5 fois, relancer 4 fois pour avoir un devis et qu'à la fin le devis il est un peu bancal? C'est ça qu'on va chercher à mesurer avec le Customer Effort Score. Ici, on est sur une échelle de 1 à 5, c'est une échelle internationale, c'est un indicateur international, avec une pondération de 1 à 5 et un calcul automatique qui lui aussi va de 1 à 5. Là encore, pour tous ces indicateurs-là, je vous ai toujours mis des petits liens. Alors, cliquez pas ici dans Webikio, parce que ça, je crois que ça ne fonctionne pas, mais dans le document que je vous enverrai tout à l'heure, vous allez voir que vous pourrez cliquer et voir les liens sur notre blog. Là encore, deux façons de l'exprimer, soit avec un graphique, soit avec une jauge. Et là encore, la différence, elle est très très visible ici, c'est que sur le Customer Effort Score, on va directement avoir 4,2 par exemple, ça va se colorier en rouge parce que l'effort était jugé très important ici. Alors que si on l'exprime avec un graphique de type histogramme,
Bah, là encore, je saurais pas trop forcément comment le juger parce que j'ai des gens qui m'auront mis 1, d'autres 2, d'autres 3, d'autres 4, d'autres 5 et du coup, mon cerveau va devoir là aussi faire un calcul. Donc là encore, évidemment, l'indicateur en mode jauge d'objectif est très important et il est très intéressant pour vous. On va maintenant voir les indicateurs tendanciels. Donc là, l'idée, elle est un petit peu différente et on peut l'appliquer à tous les précédents indicateurs que je vous ai déjà montrés. C'est-à-dire que c'est un autre niveau, là encore. La vraie valeur ajoutée, c'est de pouvoir fournir des KPI de haut niveau, justement, qui vont pouvoir être consolidés selon qui on est. Exemple, je me connecte à un tableau de bord et je suis le responsable régional. Je vais voir les réponses des clients de ma région, éventuellement benchmarker avec le niveau national si j'en ai besoin, mais je ne verrai qu'une partie des réponses. Alors que le service expérience client qui va venir se connecter, lui va pouvoir voir l'ensemble des données consolidées. Ça, c'est le premier niveau de valeur ajoutée. Le deuxième niveau, c'est qu'on va avoir une vue de ce KPI d'une date par rapport à une autre. Le tout en marquant clairement les progressions, régressions, stagnations. C'est ça l'objectif de la tendance, d'où le nom d'indicateur tendanciel. Sur l'exemple que vous voyez ici, on est sur des indicateurs mensuels. Donc par exemple, j'ai 8,40 sur 10 en satisfaction. Ce que ça exprime, cette petite tuile qui là se colorie en vert, elle se colorie en vert parce que j'ai fait plus 0,25 par rapport au mois précédent. Et du coup, elle va m'afficher un smiley qui sourit ou une flèche qui progresse, etc. Même chose pour le Net Promoter Score. Le Net Promoter Score est passé à 54. Ça a fait plus 5 par rapport au mois précédent. Donc le mois précédent, j'étais à 49 du coup par rapport à ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'afficher des tendances et ça a évidemment de la valeur ajoutée quand on est sur un processus ici en temps réel, bien entendu. Deuxième chose sur les indicateurs, ce sont les indicateurs de seuil ou d'objectif. Là, la logique, elle est un tout petit peu différente. L'idée, c'est une valeur à atteindre. Par exemple, on se donne un objectif de 28 sur le Net Promoter Score, et si on atteint 33, comme sur l'exemple ici de Net Promoter Score, alors l'indicateur il va se colorier en vert, et il y aura le bon pictogramme avec la bonne flèche, le bon smiley qui va s'afficher à côté. C'est un petit peu différent de tout à l'heure, on était sur une temporalité, là on est vraiment sur un seuil d'atteinte ou non d'objectif. Donc le but, c'est de visualiser l'atteinte de cet objectif et de permettre la décision d'une direction, d'un service expérience client, etc. On aura ensuite, comme je vous l'ai présenté en tout début, donc les indicateurs d'alerte et donc les systèmes d'alerte. Là aussi, elles vont se lancer sur l'atteinte ou non d'un objectif fixé en amont. Elles peuvent être sur tous les sujets. Mais nous, les plus récurrents qu'on voit dans le monde de l'expérience client, c'est de les lancer sur le mécontentement d'un client. Un client, sur la note de satisfaction, nous a mis 0 sur 10 ou 1 sur 10. Ça va automatiquement envoyer une alerte au service d'expérience client qui, lui, aura pour but de le rappeler pour voir ce qui s'est mal passé et pour essayer de retenir le client, évidemment. Ou au contraire, sur de la satisfaction. Un client très content, c'est bien de le communiquer notamment en interne, tout simplement pour alimenter les collaborateurs en personnes contentes. Parce que si les collaborateurs voient toute la journée que des clients pas contents ou mécontents, à force, ils vont se dire dans notre entreprise, tout va mal, on gère tout mal, on n'a que des clients mécontents, alors que c'est que peut-être 3% des clients qui sont mécontents. Mais comme eux ne voient que ça toute la journée, à force, ils rentrent dans un processus négatif et donc il est très important aussi de les alimenter en clients contents. Évidemment, pour les insatisfactions, là, le but, c'est de transformer les irritants en clients satisfaits. C'est ça qui est très important ici. Les systèmes d'alerte peuvent être du multicritère. C'est-à-dire que nous, on fait très souvent des systèmes d'alerte qui vont être à la fois sur la recommandation et à la fois sur la satisfaction. On est capable de faire des alertes qui mixent plusieurs sources de données entre elles, plusieurs questions entre elles également, avec des alertes plus ou moins complexes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être capable de dire je veux une alerte uniquement pour les clients détracteurs, donc les gens qui m'ont mis la note de 0 à 6, et les gens qui, en plus de ça, m'ont mis une note de satisfaction inférieure à 5 sur 0 à 10, par exemple. On est capable de faire des indicateurs comme cela beaucoup plus complexes.
On a également la possibilité, donc dans les outils, de Vocasa pour le coup, de faire des KPI multi-enquêtes pour ce que l'on appelle du parcours client. Qu'est-ce que le parcours client? Pour le résumer en quelques mots, le parcours client pour une entreprise, c'est de dire, un client, il, va me connaître, comment il m'a connu, par mon site internet et cetera. Il va regarder mon site internet, il va prendre contact avec moi, il va commander, puis il va utiliser son produit, puis après il va, appeler notre service après-vente et cetera et puis on boucle la boucle de cette façon-là. Dans le monde des enquêtes et donc de l'expérience client, les clients habituellement, vont mettre en place des processus et donc des enquêtes à différents moments de ce parcours client. Par exemple, on va se dire, je veux mettre une enquête sur mon site internet et du coup, je vais auditer des choses qui sont liées à la prise de commande sur le site internet, à la navigation sur le site internet, et cetera. Puis après, j'aurai une enquête sur la livraison de mon produit, une enquête sur l'appel après-vente. Et donc, je vais avoir peut-être sur l'ensemble de mon parcours client 2, 3, 4, 5, 10 enquêtes pour les clients qui ont des parcours beaucoup plus complexes. Et là, on est capable, dans les tableaux de bord de Vocasa par exemple, d'afficher les données issues de plusieurs enquêtes à l'intérieur d'un même graphique. Alors là, c'est affiché un petit peu en petit, mais vous le verrez bien mieux dans le document que je vais vous envoyer. Là, le but, c'est d'afficher des KPI comme le Net Promoter Score ou la satisfaction générale sur l'ensemble de 3 processus d'enquête, comme c'est le cas pour cet exemple. Et donc, chaque process d'enquête représente ici une ligne ou une courbe ici. Et du coup, vous pouvez voir les accros ou au contraire les pics et si certaines enquêtes, certains parcours sont liés les uns avec les autres. Donc là aussi, ce sont des choses qui vous permettent évidemment une prise de décision. Et vous ne le voyez peut-être pas, c'est peut-être un petit peu petit ici, mais là, on est sur des points qui sont exprimés au mois par mois. Mais ça peut être à la semaine. Ou si vous êtes un vendeur du web qui fait 50 000 commandes par jour, ça sera peut-être le jour, en fait, qui va être exprimé ici. Donc là, tout dépend en fait des projets et du contexte, mais cette notion de KPI, de pilotage multi-enquête et donc parcours client est éminemment importante dans le monde d'aujourd'hui. Dernier élément, donc les KPI agrégés, enfin avant-dernier élément, pardon, les KPI agrégés, là le but ici c'est d'avoir des données consolidées. Là on a mis par exemple le Net Promoter Score, mais sur 3 enquêtes différentes. Donc on a choisi parce qu'elles étaient connexes en termes de sujet. Évidemment, si d'un côté on a une enquête collaborateur pour savoir si la cantine est bonne à midi et une enquête client, on va pas mélanger les deux Net Promoter Score, ça n'a pas de sens. Par contre, si on a un Net Promoter Score livraison et un Net Promoter Score SAV, ça peut être intéressant de les mixer ensemble pour voir évidemment ce que ça donne et si ça a de l'intérêt. Là ici, c'est généralement des données qui vont être remontées dans des CODIR ou dans des COPIL, donc dans les comités de direction, les comités de pilotage des grandes entreprises, parce que ça va être mis à disposition du board des décideurs dans l'entreprise avec la satisfaction générale, le NPS global, parce que la décision elle va se faire sur des éléments stratégiques globaux et pas sur de la micro-décision. Donc là aussi, on aura la possibilité d'avoir des KPI agrégés au niveau macro. Donc le dernier point pour ici, c'est ce qu'on appelle chez nous le sentiment checker. Le sentiment checker, c'est un KPI qui est lié à du verbatim, c'est-à-dire des réponses à des questions ouvertes. C'est, comme son nom l'indique, un indicateur qui est lié au sentiment du client, aux émotions du client. Si la personne va nous dire dans la réponse à sa question ouverte, je suis très mécontent du service qui m'a été proposé et je compte résilier dans les 12 mois, mais on a plusieurs informations qu'un outil d'analyse sémantique va savoir analyser pour proposer des KPI de prise de décision. Alors, il y a beaucoup de choses évidemment qui peuvent se faire avec un outil d'analyse sémantique. Là, je vous montre que le début, parce que comme vous voyez, l'heure a avancé ici pas mal. Ça permet de prendre des décisions liées aux émotions et aux ressentis des clients. C'est un KPI qui se met à jour en temps réel, alors que l'on est sur du verbatim, donc de la réponse à questions ouvertes. On peut les mettre à jour en temps réel puisqu'on a tous les outils qu'il faut pour cela. Et pour en savoir plus sur ce KPI-là, mais sur aussi tout ce que l'on peut faire lié à l'analyse sémantique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail par la suite et on pourra organiser une présentation véritablement de cela. Parce que là, l'objectif, il est très, très intéressant. C'est d'avoir le type de KPI que vous voyez ici. C'est-à-dire que ici, à date, sur mes 5000 verbatim ici, j'ai un sentiment de checker de 43,7. En soi,
c'est bien, c'est pas bien, peu importe. Ce qui va être intéressant, c'est son évolution dans le temps. C'est-à-dire comment j'arrive à faire que les émotions et le ressenti de mes clients, ils s'améliorent avec le temps et que les mots résiliation, mécontentement, et cetera, deviennent, «Je vais recommander le produit, votre entreprise à mes clients». Comment on fait justement pour assurer cette transition-là? Bah, c'est grâce à des KPI de ce type-là. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous le présenter un petit peu plus en détail.